Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais me présenter un petit peu qui je suis, comment je suis arrivée en France, c'était important. Mes origines, je suis marocaine. Je suis entrée en France, j'avais 17 ans et demi. J'ai rencontré mon mari au Maroc, un coup de foudre, je tombais amoureuse, je ne savais pas qui vivait en France. Mon destin, voilà, je l'ai pris comme il est présenté. Je me suis mariée, je suis rentrée en groupement familial. Mais avant de quitter le Maroc, c'était très difficile pour moi parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Mon père, il n'a pas voulu que je continue l'école, moi et ma sœur, c'est qu'il faut on est resté à la maison. Et quand je me suis mariée et de rentrer en France, c'était très difficile, c'était la langue. Comment on peut échanger avec l'autre, comment on peut dialoguer avec l'autre. Et cette jeune femme de 17 ans et demi, arrivée à Rouen, d'une ville très froide. Les Rouennais sont très réservés. C'est vraiment, ils ont confiance en vous pour qu'ils viennent vers vous. Et j'étais voir ma grand-mère qui m'a élevée et j'ai dit, mamie, voilà, l'heure est arrivée, je vais quitter, je vais rentrer en France. Et j'ai commencé à pleurer. Ma grand-mère, elle m'a dit, pourquoi tu pleures? C'est toi qui as choisi cet homme, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Et c'est toi qui as voulu. Alors nous, on a respecté ton choix, mais n'aie pas peur. J'ai dit, j'ai pas peur, mais j'ai peur. C'est comment je vais dialoguer avec l'autre. Et il m'a dit, écoute bien ma fille. Je sais que tu vas partir en France, c'est notre pays, une autre ville que tu vas rencontrer, une autre civilisation. Mais le conseil que je peux te donner, regardez dans les yeux de l'autre. Toujours. Le regard et le sourire. Et quand tu regardes à l'autre, personne qui est en face de vous, qui que ce soit la personne, vous souriez. Et tu vas voir, les gens, ils vont venir vers toi. Je dis, mamie, tu crois le regard? Il va parler? Et il m'a dit, oui, le regard, ma fille. Et c'est vrai, quand je suis arrivée à Rouen, eh ben, je croisais mes voisins et je faisais le signe, bonjour, je suis là. Et les gens, ils rigolaient parce qu'ils disaient, mais il doit être pas normal, les gestes. Et je suis la petite Marocaine. Et ça commençait à... Les gens, ils venaient vers moi. Et c'est vrai, c'était à l'époque que je suis rentrée en France en 77. C'était une époque, pour moi, elle était formidable parce que c'était... L'époque où je suis arrivée, c'était un peu difficile parce que c'était la loi Pasqua. La femme d'immigré, elle a le droit de rentrer, mais elle n'a pas le droit de travailler. Mon mari, c'était un cheminot, c'était pas un grand salaire. Mais c'était plus facile pour moi, surtout grâce à ces gens qui m'ont appris comment il faut gérer, comment il faut faire les courses, comment il faut prendre le bus, comment ça m'intégrait tout doucement. Mon mari, il était pressé pour voir une famille. J'ai dit non. Tant que je n'apprends pas la langue française, tant que je ne m'intègre pas, je n'aurai pas d'enfant. Et je suis restée 4 ans. 4 ans grâce à la centre sociale que j'ai appris à lire, à écrire, et de connaître les valeurs, tout ce qui a besoin pour moi. Au bout de 6 mois, je commençais à me débrouiller très bien, mais je ne savais pas écrire ni lire le français. Et pour moi, c'était un grand handicap. Et il y a une dame qui venait souvent chez moi, elle me dit, mais tu es bien, tu parles, Latifa, ça va? Je dis non. Je serais toujours demandé le service à quelqu'un de me remplir un dossier, ou de me remplir pour chercher du travail, ou de remplir un chèque. Je serais toujours cet handicap et j'ai que 18 ans. Il m'a dit, mais c'est jamais trop tard. Il y a ce centre. Je dis, le centre, j'ai appris, c'est qui est vraiment utile pour sortir les premières démarches. Mais je voudrais aller plus loin, mais c'est trop tard pour moi. Il m'a dit, c'est jamais trop tard. Et à cette époque-là, je me suis trouvée à l'école. C'était une école de deuxième chance à Rouen, à côté de Charles-Nicolle. Tous les jeunes qui ont échec scolaire, qu'ils étaient là. Et je ne comprenais pas à cette époque. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes née en France? Oui, madame. Mais pourquoi vous êtes là?
Bah parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas eu de chance. Et je travaille avec ces jeunes. J'ai dit, moi, je vous aiderai et vous, vous allez m'aider. Et je suis restée à peu près 3 ans dans cette école. Et là, quand je suis sortie, j'ai dit, maintenant, Latifa, tu peux voler avec tes propres ailes, tu peux fonder une famille, tu peux travailler, plein de choses. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fondé une famille, j'ai 5 enfants, j'ai 4 garçons et une fille. Je croyais que j'ai réussi, j'étais très heureuse, moi et mon mari. 2 personnes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, que j'ai 4 fonctionnaires chez moi, un jeune dans les études et dans la communication. Et on était très fiers. Mais cette fierté, il m'a frappée le 11 mars 2012, le chagrin, la souffrance de perdre un fils. Un fils qu'il avait un bac plus 4, il a voulu s'engager à l'armée. Je ne vous le cache pas, tout mes respects aux militaires qui sont là, j'ai dit non, je ne veux pas de militaire. Et mon fils, il me dit, maman, c'est mon choix, s'il te plaît. J'ai dit non. Moi, mon père, il était militaire, je ne l'ai pas vu couru. Mes oncles, ils étaient militaires. Mon grand-père, il était militaire. Je ne veux pas un fils militaire. Maman, s'il te plaît. Je serai armée de terre, t'inquiète pas, je resterai sur le terrain. Je resterai en France. Et mon mari m'a dit, respecte-le. Et j'ai accepté. Ahmed, mon fils, il a fait 10 ans dans l'armée. Il était moniteur de parachutisme. Il était très fier de servir la République. Et c'est bonne nuit. Moi, j'étais très fière de mon fils. Et mesdames et messieurs, Ahmed, c'était pas qu'un fils, c'était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était ma moitié qui est partie aujourd'hui. Et cette moitié, je voulais pas sombrer dans la souffrance. Je dis, Latifa, j'étais toujours debout avec mes enfants. Et à chaque fois, je disais à mes enfants, si tu prends une claque, tu te lèves. Tu prends une deuxième claque, tu te lèves. Alors, comme j'avais su, le procureur, il m'a dit, il faut être fier, madame. Votre fils, il est mort debout. Il a refusé de se mettre à genoux devant son assassin. Alors, c'est un grand héros. C'est un grand militaire. Croyez-moi, madame. Et quand je suis sortie de ce procureur, il m'a descendu jusqu'au bas. Et je dis, je ne dois pas baisser les bras. Je dois rester debout. Alors je suis retournée chez moi, j'ai commencé à sombrer dans la souffrance, les médicaments. Et 3 fois mon fils, il vient dans mes rêves, lève-toi maman. Maman, il faut se lever. J'ai besoin de toi. Et monsieur, mesdames, avant 40 jours, je suis partie au gymnase à Toulouse où il était assassiné, Ahmed. Parce que j'ai dit, peut-être il m'a laissé quelque chose avant de partir. Parce qu'on avait tellement le lien avec lui, une lien très forte. Je dis, sûrement il m'a laissé quelque chose. Et j'ai cherché. Je vous assure, les traces de sang n'étaient même pas nettoyées. J'ai pris le sable et je frottais le sang de mon fils. J'ai dit, Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mais pas le mien, mon fils. Je te promets que je ferai tout ce que je pourrai pour te rendre honneur et d'aller voir ce jeune de 23 ans. Pourquoi il t'a tué? Et je mets à genoux, j'ai fait 2 prières et je suis partie dans le quartier de Zizar. Et je tombais sur un groupe de jeunes. Je demandais, s'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marah? 1 fois, 2 fois. Le jeune, il me regarde et il sourit, il me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux? Mohamed Marah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai dit, mon Dieu, ils me l'ont tué la 2e fois. Je regarde ces jeunes et j'ai dit, savez-vous que je suis? Non. Je suis la mère de Ahmed. C'est ça l'islam? Non, madame.
Alors pourquoi vous dites c'est un héros? Mohamed Marah, c'est un assassin. C'est pas un héros. Comment vous êtes pris dire ça? Et ces jeunes, ils sont élevés. Ils m'encerclent. Je croyais que l'heure est arrivée. Je dis peut-être je vais mourir là. Et fin de compte, c'était le contraire. Je voyais la souffrance dans leurs yeux. Et ces jeunes, il y en a un qui m'a pris dans la main. Il m'a dit, vous pouvez retourner où on habite, madame? Retournez un petit peu, s'il vous plaît. Regardez où on habite, madame. Regardez ce ghetto fermé, madame. Vous savez, quand les rails sont enfermés, il devient enragé. Et là, ils sortent, ils font de rage dans la société. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que la République nous a oubliés. On n'est plus rien. On n'a aucune chance pour s'en sortir. Vous avez le courage de venir jusqu'à ici, de chercher l'assassin de votre fils. Mais moi, si je serais mort, ma mère ne sortira pas me chercher. Parce qu'on ne peut plus. Et je dis à ces jeunes, vous êtes la rosine de ma souffrance, mais je vous tendre la main. La République, il n'oublie personne. Peut-être certains quartiers. Je ne veux pas vous dire non. C'est possible. Mais nous tous, on est républicains. Nous tous, on peut donner quelque chose à la République. Parce que la République, elle n'avancera pas sur nous. Parce que nous, on est républicains. Et ce jeune, il m'a dit, vous n'avez rien compris, madame. Je vous dis que j'ai aucune chance pour s'en sortir. Je dis peut-être vous, mais toute cette génération qui est en train de grandir, on peut la sauver. Peut-être vous, je ne peux pas vous sauver, peut-être. Je ne sais pas. Mais les autres, oui. Alors je vais travailler avec vous. Vous êtes l'origine de ma souffrance et je ne vais pas vous lâcher. Je ferai tout ce que je pourrai. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je suis sur le terrain. Et je peux vous dire, ça fait 6 ans. Et là, je vous parle, vraiment, il y a du travail. Il y a vraiment un travail, mais un travail de fourmi qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a certains jeunes qui sont livrés eux-mêmes. Il y a certains jeunes qui n'ont pas de cadre. Il y a certains jeunes qui n'ont pas de famille. Il y a certaines familles qui ont baissé les bras, qui n'ont plus d'éducation. Il y a un travail vraiment aujourd'hui avec les parents et avec nos jeunes et avec l'école. Parce que ce n'est pas un travail ensemble, on n'arrivera pas. Ça, je vous assure. Je fais 3 écoles par semaine. Chaque école que je fais, il y a 3 convertis à 4 convertis dans l'islam. Mais pas le mien, en tout cas. Et ça fait très, très peur. Les enfants de 13 ans, messieurs, dames, de 11 ans, de 12 ans, c'est très grave. Quand vous posez la question à un jeune, avez-vous de l'espoir, jeune homme? Non, madame. Avez-vous des rêves, jeune fille? Non, madame. Pourquoi vous n'avez pas de rêve? Pourquoi vous n'avez pas d'espoir? Je ne peux pas rêver, madame, quelque chose, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas avoir l'espoir, quelque chose que je ne vais pas réussir. Mais j'ai dit, mais écoutez bien. Moi aussi, j'ai trouvé ces barrières et je les ai poussées. Mais vous avez aussi des barrières à l'intérieur de vous. Essayez de les briser, ces barrières. Et confiance en vous. Il faut se projeter dans la vie. Il faut avoir confiance en soi et d'avancer. Vous êtes quelqu'un. Oubliez un petit peu vos origines parce que vous sentez que vous êtes dans le prison parce que je suis mes origines, ils sont là. Ou je suis mal aimée, ou j'ai pas de famille. On a la capacité, si vous réussissez à démarrer votre moteur. Si tu démarres ton moteur, jeune homme, je te promets que tu vas réussir. Mais il faut le démarrer. Il faut avoir confiance en soi. Et on arrivera. Mais si tu ne le démarres pas, il n'y aura personne qui démarrera à votre place. Parce que les profs, ils sont là pour vous. Mais si vous n'écoutez pas, si vous ne vous intéressez pas, ils ne peuvent pas faire plus. Alors l'éducation, elle est très importante parce que c'est la base. Si on n'a pas la famille, aujourd'hui, on ne peut pas sauver cette jeunesse. Il faut une école des parents, je suis sûre et certain. Et si on a une école des parents, là, on peut sauver nos jeunesses aujourd'hui.
parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, dans les prisons, c'est exactement pareil, messieurs, dames. Je travaille. Aussi, je fais 2 à 3 prisons par mois. Et je peux vous dire, s'il n'y en a pas des gens formés, comment ils peuvent échanger avec un prisonnier? Comment ils peuvent dialoguer? Rien que le regard, ça parle. Quand on touche la dignité d'un homme, qui que ce soit, assassin ou un délinquant ou quiconque, eh bien, il va sortir pire qu'il était. Parce que je vois ce qui se passe dans les prisons. Il faut un peu d'humain. Sinon, on oublie ce côté d'humanité. On a oublié un peu de l'amour qu'on a besoin de transmettre à l'autre. On est mal aimé. On est fini. C'est pareil, je travaille avec les jeunes de foyer au PJJ. Quand vous entendez un jeune, il vous dit « Madame, je suis dans la jungle ». Pourquoi vous êtes dans la jungle? C'est fini pour moi, madame. J'ai aucune chance. C'est pour ça que je dis, il y a un travail à faire, dernière section de maternelle. Si on travaille avec un jeune enfant, on peut savoir l'évolution de l'enfant. Mais si on attend jusqu'au collège, je pense que c'est un peu tard. Et depuis 6 ans, je répète ce mot et cette phrase, et ça fait à peu près une vingtaine de jours, le Premier ministre qui m'a donné ce bonheur, j'ai pleuré de joie. Il a dit, on va commencer à travailler avec les primaires. Et là, c'est très important. Parce que quand on travaille avec les primaires, on peut suivre l'évolution de l'enfant et on peut l'orienter. Mais aujourd'hui, on oriente l'enfant dans l'école professionnelle sans demander son avis, sans demander son choix. Et des fois, le jeune enfant, il se trouve dans cette école professionnelle, messieurs, dames, et quand vous parlez avec la directrice de cet établissement, il dit, je le mets oui à la place. Je récupère les échecs et je les mets oui à la place. Et ce jeune, je vous assure, il finira pas 6 mois et c'est un bon retardement par la société, messieurs, dames. Alors, je peux vous dire, je fais l'école professionnelle, je fais les collèges, je fais les lycées, l'université, les maisons d'arrêt, les quartiers, avec les jeunes, à travers les associations. J'ai fait des projets. Et bien, je peux vous dire, quand on tend de la main un jeune et quand on parle avec lui, avec notre cœur, avec le regard, on oublie un peu les mathématiques et les calculs, peut-être on arrivera à se comprendre. Mais tant qu'on reste à parler avec des chiffres, c'est un peu difficile pour cette jeunesse aujourd'hui. Et cette jeunesse, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on donne l'importance, il faut qu'on l'accompagne. C'est très important pour notre pays. Et chaque citoyen, messieurs, dames, si on nous compte aujourd'hui, si on va compter que sur l'État, l'État, il n'arrivera pas seul. Il faut chacun de nous, il donnera 10 minutes de soi. Ce n'est pas grand-chose. J'ai fini mon travail, je plie et je m'adresse à ma classe, ou dans la prison, ou dans mon voisin, ou n'importe quel travail, dans allons-y, n'importe quel métier que je... 10 minutes. Est-ce que ça va? Tout va bien? Vous n'avez pas besoin d'aide? Et ça peut créer le lien avec n'importe quel jeune et n'importe quel enfant. Et je peux vous assurer, chaque enfant, messieurs, dames, il n'est pas né terroriste. On a laissé cette fragilité. On a oublié ces quartiers. On a laissé ces garages s'installer pour les prières. On a laissé des gens qui ont aucun sens d'apprendre l'islam de certaines mosquées, qui viennent de n'importe où et qui prêchent à leur manière, et ce n'est pas la même jeunesse en face d'eux. Alors, il y a un travail vraiment à faire aujourd'hui sur le terrain. Voilà, messieurs, dames, ce qu'est fait l'association Ahmed pour la jeunesse et la paix. Je ramène 20 jeunes, la PIDI, l'école Deuxième Chance, pour instaurer une synagogue à Figuig, au Maroc, de travailler sur la tolérance, sur le vivre ensemble et surtout d'avoir confiance en soi. Chaque jeune, quand j'ai eu avec lui le dialogue,
Alors, pourquoi tu as accepté de venir avec moi? Je voudrais t'aider, Madame Ibn Sittan, parce que vous êtes notre voix, vous êtes notre parole. On est tous des Ahmed, Madame. Et je regarde ces jeunes, mais si tu ne vas pas m'aider, j'ai besoin de t'aider. Non, moi aussi j'ai besoin de t'aider, Madame. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Voilà tous les projets que j'ai faits en Chine, en Israël, en Palestine, au Maroc. Avec aussi, j'ai fait des projets avec des femmes marocaines, des femmes françaises en France, pour savoir l'évolution aussi de la femme que certaines femmes qu'on dit elle est soumise parce qu'elle est voilée, qui ne sait rien, ou un homme barbu. Mais ça ne veut rien dire sur les parents, messieurs, dames. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder ce qu'on peut donner chacun de nous pour notre pays, pour sauver la France et devenir la France comme elle était avant, avec sa joie, son bonheur et le regard, et de retirer cet amalgame et surtout le vivre ensemble avec la paix et le bonheur. Je vous remercie. Merci à vous.